banlieue en France, c'est caractérisé par deux aspects. Ça commence déjà par l'idée que c'est ce qui est au-delà de Paris. Donc c'est au-delà du périphérique qui a été construit en 1973 pour ceinturer Paris. Alors une banlieue, en fait, c'est un lieu géographique. C'est d'abord et avant tout un ghetto social. C'est l'endroit où on va faire habiter les habitants qui viennent, les pauvres de manière générale, et en particulier dans le cas de la France, les gens qui viennent des anciennes colonies, qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique, qui viennent des Antilles, également les Roms, majoritairement, qui sont les plus pauvres en France. On va dire avant les émeutes, l'ambiance elle était, on va dire, familiale parce que c'est un petit quartier où, comme si c'était un petit village, tout le monde se connaît assez bien. On échange, on échange un peu avec les plus jeunes et les plus grands pour créer pas de conflit intergénérationnel. La banlieue, c'est l'ennui. Ça, c'est la première chose. Et quand il y a de l'ennui, il y a quoi? Derrière, il y a un désespoir qui s'installe et de la violence qui va commencer à s'exprimer. Parce qu'on se dit, sans comprendre réellement ce qui se passe, pourquoi nous n'avons pas droit à ce que les autres ont droit? Et nous, on prenait ça comme une exclusion et ça nous faisait violence, clairement. Donc on a vraiment l'impression, là, on comprenait très bien qu'on n'était pas français. La police, à l'époque, il y a 11 ans, il n'y avait pas de commissariat à Clichy-sous-Bois. Donc c'était la police d'une autre ville qui intervenait à chaque fois lorsqu'il se passait quelque chose. Et le souci, c'est qu'ils ne connaissaient pas forcément les habitants. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a eu sans doute ce malheureux drame à Clichy-sous-Bois. On va dire qu'à cette époque-là, les infos et les élections, tout ça, bon, c'était pas trop notre truc. Notre but, c'était plus de s'en sortir parce qu'on savait déjà dans quelle situation on était. Voilà, nos parents ils sont arrivés dans le quartier, c'était déjà pauvre. Et ça s'est accumulé, ça s'est aggravé. J'ai une histoire incroyable sur Mantes-la-Jolie que je vais vous raconter, qui est extraordinaire. Il y a un type, c'est un truc de fou, hein, un type qui voulait se suicider. Il s'est jeté du 11e étage. Il n'a même pas réussi à se suicider parce qu'il y a eu des entraves pour l'empêcher de tomber par terre. Il est remonté chez lui dans un état lamentable, vivant. On ne considère pas ces êtres qui vivent dans les quartiers comme des êtres humains, on les considère comme des bêtes. En 2005, quand on lance l'appel des indigènes, il a été précédé par quoi cet appel? Il a été précédé par la loi qui a exclu les filles voilées de l'école, les femmes musulmanes de l'école. Et ça, c'était un débat qui a duré entre 2 et 3 ans, qui a été une offensive islamophobe incroyable contre les musulmans. Donc vous comprenez bien que si tous les jours, il y a un matraquage politique qui désigne une communauté, les musulmans, qui les désigne du doigt comme étant potentiellement des terroristes, potentiellement des gens qui sont des étrangers à la nation, qui souillent la nation. Bon, Zied et Bouna, c'était des amis à mon petit frère, âgé de, aujourd'hui maintenant 26 ans. Ce jour-là, la police a appelé chez moi pour dire que mon frère était en garde à vue et les coups de fil, ils ont commencé à fuser, comme quoi, bon, il est arrivé quelque chose aux amis à ton petit frère.
je suis parti chercher mon petit frère au commissariat et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et donc il m'a raconté qu'il jouait tout simplement au stade à Ivry-Gargan. Et quand il est rentré sur le chemin du retour, une voiture s'est arrêtée brusquement, une voiture de police, civile, et il les a pris pour cible en braquant l'arme sur eux. Donc eux, apeurés, ils ont fui. Et tout le monde s'est enfui dans tous les sens. C'est que quand il y a la police, on court parce qu'on a peur de la police. Donc en fait, même si on n'a rien à se reprocher, et c'était leur cas, ils n'avaient rien à se reprocher, ils se sont mis à courir et la police les a poursuivis jusqu'à leur accident donc dans un espace où il y avait l'électricité. C'est donc moi après, arrivé sur les lieux, on avait les pompiers qui étaient là et ça avait l'air grave parce que quand on avait vu, on a cru apercevoir au loin des draps blancs sur les corps. Donc à partir du moment là, moi et mes amis, on était devant et on a commencé à poser des questions aux policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne nous dites pas s'ils sont là, s'ils sont pas là? Ils ne voulaient pas nous dire. Et on avait une odeur voilà, de chair brûlée, quoi. Donc, qui régnait sur le secteur de l'endroit où ça s'est passé. Et au bout d'une heure, on a su la vérité. Et ça a éclaté sur place parce que les policiers ne voulaient pas nous dire qu'est-ce qui s'était passé. Ils nous demandaient juste de reculer. Et comme il a commencé à avoir du monde, ils se sont un peu apeurés et ils ont commencé aussi à hausser la voix. Donc d'autres personnes ont haussé la voix et c'est parti un peu en bagarre, quoi. Ce soir-là, j'étais avec mes parents dans une agence immobilière. Il était aux environs de 18h. Quand l'électricité a coupé dans l'agence en fait. Et on n'avait pas compris pourquoi l'électricité avait coupé. Donc pour nous c'était anecdotique. Vers 21h que j'ai appris en fait que 2 jeunes étaient morts dans cette centrale électrique, un 3e grièvement blessé, Metin Altoun. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement en fait entre cette coupure d'électricité et la mort de ces enfants. C'est parti en bagarre avec la police. Voilà. C'est parti en bagarre, ils ont commencé à mettre la bombe lacrymogène et tout ça. Et quand les policiers ils ont vu que les jeunes avançaient et ne reculaient pas, et qu'ils étaient vraiment énervés, là les renforts arrivent. Les CRS, tout le monde, toute la compagnie, les fusils, tout ça. Et tout le monde est remonté au quartier et a annoncé la nouvelle aux gens du quartier. Donc tout le monde dans le quartier était énervé, très énervé. Cette soirée, il y a eu la police. J'ai vu des voitures brûlées. J'étais étonné. Je dis tiens, c'est marrant des voitures brûlées. Et puis je voyais des contrôles. Et là où je me suis rendu compte qu'il commençait à avoir vraiment une chape de plomb, que ça commençait à être violent, c'est quand les policiers sont venus contrôler tous les immigrés, nous compris. Donc ils nous contrôlaient, la moquerie, et ils nous contrôlaient violemment. C'est pas gentil ce qu'ils ont fait. Puis après, ils sentaient nos mains pour voir si on avait de l'essence dans les mains. C'est intolérable. Ils nous collent contre un mur, nous humilient, ils nous clouent comme si on était des bêtes. On a rendu hommage à Zied Bouna avec les prises de parole des familles qui ont appelé au calme. Le calme est rapidement revenu à Clichy-sous-Bois et le samedi 29 octobre, il s'est rien du tout passé dans la ville. Donc on s'est dit qu'on avait rapidement retrouvé le calme.
30 octobre 2005, cette fameuse bombe lacrymogène lancée en direction de la mosquée, ça a tout relancé. Dans une mosquée, au moment où on est allé prier pour Ziad Ebouna, eh bien, des gens ont lancé des cocktails Molotov à l'intérieur de la mosquée. Et là, les gens ont été extrêmement choqués. Donc, si vous voulez, la mort de Ziad Ebouna, plus le mépris par rapport à une famille endeuillée ou à des familles endeuillées, un quartier endeuillé qui en plus va se recueillir dans une mosquée. Alors là, ça a été le choc et des réactions de colère. C'est que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même la révolte des banlieues s'est fait aussi dans un isolement politique. Il n'y a pas d'organisation politique qui suivent, ou très peu. Tant qu'on n'avait pas une réponse, jour par jour, ça continuait. Donc ça a continué à peu près une semaine, 10 jours au quartier. Et les autres banlieues, en voyant que voilà, le drame et ce qu'on a dénoncé, ce que les policiers ont fait, ils n'ont pas assisté à des personnes en danger. Voilà, quand on a dénoncé que voilà, c'était illégal et on a commencé à manifester, à se regrouper pour le deuil, en prenant des t-shirts avec le slogan « Mort pour rien ». Et après, bon, nous, dans le quartier, ça a cessé de brûler, de tout casser à partir de 10 jours. Et après, toute la France s'est embrasée. Bon, c'est pas... Peut-être qu'ils ont ressenti la même chose que nous, c'est pour ça que ça s'est embrasé, mais... Couvert médiatiquement, à l'époque, non, ça n'a pas été forcément correctement couvert, puisque on montrait uniquement les voitures qui brûlent pendant 3 semaines, mais on ne revenait pas sur le fond de l'histoire, qui était que 2 jeunes sont morts dans cette centrale électrique, un 3e grièvement blessé. Relayer à travers les médias un discours politique, parce que j'en ai vu à la télé qui présentaient leur carte d'identité pour faire comprendre qu'ils étaient français, parce que ça aussi c'était un des discours de Nicolas Sarkozy, prétendre que ces émeutiers là qui le soir venu s'en prenaient aux forces de l'ordre étaient d'origine étrangère, étaient des intégristes, donc voilà, pas mal de choses, pas mal de mensonges ont été dits à l'époque. Il y a des jeunes qui font ça parce qu'ils suivent l'effet de groupe. Voilà, ils suivent l'effet de groupe, ils veulent casser pour casser, ils ne comprennent pas la cause. Voilà. Nous, quand ça s'est passé, au début, bon, quand on a vu que les policiers ils ne voulaient pas donner une réponse, c'est pas des voitures qu'on voulait brûler, c'était de la bagarre, quoi. C'était comme si on voulait venger, même si on savait qu'ils n'allaient pas revenir, mais c'était comme si on voulait venger les... La contagion s'est faite pourquoi? Pour 2 raisons. La première, parce que tous les gens des quartiers populaires, qu'on appelle des banlieues, ont vécu la même chose. C'est ça qui est grave. C'est que c'est pas singulier, c'est pas juste la police de Clichy qui pose problème. Toutes les banlieues ont vécu la même chose. Nous, après, les petits jeunes, les amis Abouna, Zied, qui avaient 16 ans, 17 ans, eux, c'était impossible de les raisonner. Eux, ils cassaient, ils brûlaient pour que voilà, les policiers... Samir, lui, quand il parlait devant Sarkozy, c'était aussi pour que déjà dans les banlieues, ça change, qu'il n'y arrive plus des choses comme ça.
Ça a été une contagion déjà de solidarité par rapport à la mort de Zied Bouna, mais aussi une solidarité liée aux propos qui ont été tenus par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui considérait que les fonctionnaires de police n'avaient rien à voir avec la mort de Zied Bouna, qui n'étaient pas poursuivis. Tous les mensonges d'État qui ont pu être dits à l'époque, et c'est ce qui a fait que ça a pris un petit peu dans tous les quartiers et que les gens essayaient de se révolter par rapport aux propos qui ont été tenus. On a demandé immédiatement l'amnistie des révoltés. Et on a considéré que demander l'amnistie des révoltés, c'était un acte politique qui consistait à dire les émeutes de banlieue sont des émeutes politiques. Et il faut les comprendre, il faut comprendre leurs fondements, il faut comprendre leur motivation. Et c'est vrai que rapidement, le discours de révolte s'est transformé en discours politique de la part de ces jeunes qui disaient que voilà, ils en avaient assez de vivre dans cette situation, de vivre dans ces quartiers délabrés, de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de formation. Donc très vite, ce discours s'est politisé. Parce que pour l'instant, au début, il n'y avait pas d'enquête, rien n'était ouvert. Donc nous, on cherchait à que quelque chose soit fait quand même, parce qu'on ne pouvait pas laisser nos amis se faire enterrer comme ça, tranquille, et de retour, on n'a rien, quoi. On n'a pas de réponse à ce qui s'est passé. C'est Dominique de Villepin qui avait pris les choses en main et qui avait convié les familles à Matignon. Donc les familles m'ont demandé de les accompagner avec les avocats et on a été rencontrer Dominique de Villepin et c'est là, en route sur le chemin, dans la voiture, dans les différentes voitures officielles, qu'on a appris que Nicolas Sarkozy allait être présent. Il ne voulait pas être reçu par Nicolas Sarkozy à l'époque. On a gentiment expliqué qu'il fallait qu'ils sortent un petit peu du cœur de la ville pour que les gens puissent continuer leur vie normalement. Et lieu, ils ont très vite compris la situation, contrairement à Nicolas Sarkozy. Et le soir même, en rentrant vers 1h du matin, on voyait que justement la police qui était dans le cœur de la ville se déplaçait un peu plus vers l'extérieur et elle était un peu moins visible. À Clichy, pour Zied Bouna, en 11 ans, on a, dès l'année prochaine, dès 2006, pour commémorer les 1 an de leur décès, on avait installé une stèle devant le collège où ils étaient scolarisés. Et donc en 2015, pour les 10 ans de leur mémoire, on a fait inaugurer justement l'allée où on se trouve, qui s'appelle l'allée Zied Bouna et Bouna Traoré. Rien n'a changé, d'accord? Rien n'a changé, toujours aussi pauvre, toujours aussi dégradé. Maintenant, c'est les bâtiments qui se dégradent, et les bâtiments, c'est des tours de 10 étages, donc quand il y a des dégradations, c'est des dégradations importantes. Ça fait comme dernièrement, il y a 2 mois, il y a un immeuble de 10 étages avec 130 logements qui a failli s'écrouler. Donc il y a un immeuble au quartier, je ne sais pas si vous êtes passé, il y en a un qui est évacué, il y a un immeuble qui est vide. Il y a eu le plan Borloo, je crois que c'est 50% des banlieues, ont été rénovées ou détruites. C'est-à-dire que les barres HLM ont été détruites. Ça, c'est vrai. Ils ont agi de ce point de vue-là. On ne peut pas leur retirer ça. Mais sur un plan social, pas sur un plan décoratif. Toute révolte produit une espèce de contre-révolution. Ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir, il n'est pas resté inerte. Par exemple, en 2007, c'est Sarkozy qui arrive au pouvoir. Il a su capitaliser sur la révolte des banlieues pour ne rien changer en termes structurels. Parce qu'évidemment, lui, il allait continuer sa politique de ségrégation sociale, d'apartheid. Ma vraie peur, c'est de me dire qu'un type ou une organisation
qui va être influencé par l'extrême droite, à pousser les jeunes à se radicaliser, mais bizarrement contre leur propre population. Des produits typiquement français, parce qu'on oublie toujours de dire que ce sont des Français, ce ne sont pas des étrangers. Pas de travail, on a envie de taper sur des gens, on a envie de taper sur la police, sur les gardiens de stade. C'est ça la réalité. Quand on n'a rien à perdre, eh ben on y va. Savoir que les fonctionnaires de police n'ont pas poursuivi Zied Bouna, que c'était des délinquants, qu'ils étaient en train de cambrioler. Donc voilà, et tout ça, ça a été démenti par les renseignements généraux, donc un service du ministère de l'Intérieur qui a complètement démenti ces faits, que les fonctionnaires de police étaient bien en train de poursuivre Zied Bouna, qui n'était pas du tout en train de cambrioler sur un chantier, puisque ce n'était uniquement un terrain vague à l'époque et non pas un chantier. Donc le temps nous a donné raison, le temps a donné raison aux jeunes de Clichy-sous-Bois qui ont raconté leur version des faits, qui par la suite s'est avéré vrai 10 ans après lorsqu'il y a eu le procès. Et je pense effectivement que ces jeunes, j'en ai connu pas mal, qui sont au chômage aujourd'hui, il ne faut jamais l'oublier. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais c'est une minorité infime. Le reste, c'est des chômeurs longue durée maintenant, qui sont des chômeurs longue durée, qui ont commencé à 20 ans. 10 ans après, ils sont encore au chômage, 10 ans après, ils n'ont aucun espoir. Le potentiel en termes de révolte en France, il est énorme. Toutes les grandes villes de France ont des banlieues autour d'elles. Et comme il n'y a pas d'alternative politique, comme il n'y a aucune prise en compte, aucune prise en charge du défi que représentent les banlieues, donc il ne se passe rien, on ne fait rien, la situation empire, et donc il y a nécessairement des révoltes qui vont arriver.